nouvel épisode podcast avec une écrivaine pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, qui est Catherine Siguré. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, on s'est connus il n'y a pas très longtemps, lors d'une soirée autour du livre de Dominique Tapie, que vous avez coécrit avec elle, on peut dire, que vous avez écrit pour elle. Je ne coécris pas. D'accord. Et donc j'ai découvert un peu plus qui vous êtes, à la faveur de vos différents ouvrages, et vous en avez publié énormément, presque 80, je crois 80 à ce jour. C'est ça. Et vous n'avez pas été qu'écrivain, vous avez été journaliste, notamment rédactrice en chef sur des émissions de télé à succès, on peut les citer, oui. Ciel Montmardi, Il n'y a pas photo et d'autres. Et puis vous avez aussi, quand je dis vous êtes écrivain, vous n'avez pas publié que des romans, vous avez publié des essais, vous avez publié des guides pratiques, vous avez une production absolument foisonnante, et vous avez été, alors je ne sais plus si on a le droit d'utiliser ce terme, mais vous avez été nègre pour un certain nombre de personnalités, et aussi, et c'est plus important pour vous, parce que vous l'avez dit dans les interviews, pour des personnes pas connues, mais dont vous avez révélé la vie, souvent des vies cabossées, souvent des vies hors normes, on va dire. Est-ce que je vous ai bien décrite ? Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que moi, très jeune, je me suis dit le plus important pour moi, c'est d'écrire. Maintenant, comme tout le monde, je me disais, oui, mais on ne vit pas de ce métier, ce que mes parents m'ont répété dès mes 13 ans, alors que je disais, moi, mon rêve, c'est de devenir écrivain, quoi. Et j'imaginais effectivement devenir écrivain comme Zola. Effectivement, c'est rare et on est rarement élu pour avoir un tel destin. Donc en fait, je me disais, faut que je trouve un vrai métier. Et j'ai commencé effectivement par le journalisme avec... en fait, la passion qui a changé, c'est-à-dire la vie des autres. Je crois que c'est le premier métier d'un journaliste. Pour moi, c'est pas de faire de l'institutionnel, c'est d'écouter les gens, d'écouter les vies. Et moi, j'aime écouter les vies au plus près du quotidien, parce que je trouve que c'est là qu'il y a les plus grandes leçons de philosophie, quoi. Et je trouve ça vraiment... c'est ça qui me passionne. Donc, en fait, j'ai commencé effectivement comme journaliste de télé, en écrivant en alternance quand même des livres assez vite. Et puis ensuite, j'ai vécu du métier de plume, tout en faisant parfois des articles, effectivement, pour la presse, qui sont toujours des portraits de gens. Je crois que les gens, c'est mon obsession. Et les gens, c'est les autres. Et c'est justement pourquoi le bonheur, c'est les autres était extrêmement adapté pour vous écouter. Juste pour la petite anecdote, faut savoir que le premier portrait que vous avez fait, pour le coup c'était une personnalité, c'était Claudia Schiffer. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas donc comment ça s'est produit, comment vous êtes arrivé à faire la bio. C'était quoi ? C'était déjà la bio de Claudia Schiffer ? Voilà, c'était au moment où elle était vraiment en pleine gloire. Elle faisait une couverture sur 2, on la voyait partout. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire un livre sur l'inceste. Et ils ont cherché une plume, mais qui se tairait, qui ne courait pas les dîners mondains, qui n'allait pas le répéter partout. Donc s'ils prenaient une journaliste en vue qui se montre sans arrêt, ils étaient sûrs que le secret serait vanté, parce qu'il y avait une grosse concurrence entre tous les éditeurs internationaux. C'est un livre qui a été traduit dans 36 langues. Ah oui. Ouais, j'avais malheureusement 0,5%, sinon je serais très riche à l'heure qu'il est. Mais, et en fait, on m'a appelé le soir pour un départ le lendemain en Allemagne, oui. En disant, parce qu'ils ont tenu le truc aussi, dès que ça a été signé, ils ont démarré, ils ont tenu leur langue aussi longtemps que possible. Et comme j'étais en train d'écrire un livre sur l'inceste, qui était quelque chose qui avait rien à voir, mais qui était pareil dans le secret, parce que le procès n'était pas passé, etc., ils m'ont dit, est-ce que tu veux le faire ? Et premier réflexe, j'ai dit, non, mais c'est trop gros pour moi, enfin, c'est énorme. Et puis, il y a mon mari qui m'a dit, assez judicieusement, qui m'a dit, mais enfin Catherine, ton premier livre quand tu avais 14 ans, c'était la biographie de Marilyn Monroe, et Claudia Schiffer, c'est son équivalent aujourd'hui. Donc tu peux pas dire non. Et j'ai dit, c'est vrai, et j'ai dit oui, mais morte de peur, en revanche, parce que j'avais 25 ans, quoi. Et en tout cas, la discrétion, vous l'avez cultivée pendant toutes ces années, puisque je dirais pas que vous êtes passé complètement, pour moi, à travers j'ai dû avoir connaissance de ce que vous faisiez. Je l'ai constaté encore lors de cette soirée littéraire où vous étiez à côté de Dominique Tapie. Vous lui avez donné quasiment 100% du rôle. C'est-à-dire qu'en fait, elle parlait, elle répondait aux questions, et vous étiez en retrait. Donc vous êtes quelque part plus dans la définition du ghostwriter au sens anglo-saxon du terme, que nègre qui est un peu péjoratif.
les gens sur lesquels vous écrivez tiennent à ce que votre nom apparaisse. Ce qui n'est pas le cas toujours, et notamment, on sait qu'il y a beaucoup de politiques qui utilisent des nègres ou des ghostwriters et dont le nom n'apparaît pas, comme si le politique avait un don de plume, et comme si, alors qu'il est très occupé, il avait le temps. Alors il y en a certains qui arrivent à écrire tout en étant actifs, mais on sait que c'est pas du tout le cas général. Je referme cette parenthèse sur le ghostwriting. Vous êtes, c'est pas un secret, en plein milieu, en plein quartier germano-pratin, mais je crois que vous n'êtes pas originaire de Paris. Non, je suis originaire de Normandie, plus exactement du Perche, qui est devenue une région très à la mode, mais que moi j'ai connue avec littéralement 0 Parisien, des vaches partout, 3 fermes à moins d'1 kilomètre de chez moi, et j'ai grandi effectivement à la campagne. J'aime beaucoup ce coin-là. Il y a toujours des vaches, mais effectivement, il y a beaucoup plus de Parisiens. Il y a beaucoup plus de Parisiens qui viennent en week-end et qui sont venus très nombreux pendant le confinement pour se mettre à l'abri des affres. Moi, j'avais le syndrome de la provinciale, c'est-à-dire quand je suis arrivée à Paris, voir que je pouvais aller, c'est idiot, hein, mais aller acheter à manger à pied, aller voir les gens, vous voyez, sans prendre un vélo, enfin, voilà, je trouvais tout magique. Enfin, et j'adore Paris parce que j'adore les villes, en fait. Moi, je suis une fan de villes. Et comme je suis... Enfin, les autres, c'est vraiment le cœur de ma survie, hein, c'est vraiment ce qui me nourrit. J'adore les gens, j'adore voir les gens passer. J'habite toujours des appartements que j'appelle de concierge, c'est-à-dire un endroit où je peux observer les gens qui passent. Je ne pourrais pas habiter sur un jardin magnifique, j'adore ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, etc. Mais j'ai besoin de voir les gens qui passent. C'est votre philosophie de vie. Alors justement, parler de philosophie, juste aussi un petit aparté par rapport à ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la philosophie dans votre vie. Vous avez quand même fait un DEA sur Leibniz et sur un sujet très pointu, j'ai vu ça, à moins qu'Internet dise des bêtises comme c'est souvent le cas. Donc la philosophie, ça fait partie de votre vie. Mais à côté de ça, ça s'appuie, on va en parler par rapport à votre dernier livre, ça s'appuie sur aussi une culture, une connaissance très très étoffée sur plein de sujets différents. En fait, vous êtes capable d'écrire sur n'importe quoi quelque part. Alors pour commencer sur la philosophie, ouais. Je pense que effectivement, moi j'ai commencé par faire des études très classiques puisque j'étais en prépa à Louis-le-Grand. Ensuite, j'ai fait une maîtrise et un DEA de philo. Et on aurait pu me salarier à faire de la philo toute ma vie. Je crois que j'aurais pu, mais simplement, effectivement, il fallait devenir prof. Et autant j'adore être instruite par les autres, j'aime pas du tout enseigner. C'est pas quelque chose qui me serait familier, quoi. Et donc, et en fait, j'ai eu cette formation de philo dont je me suis dit parfois, mais en fait, ça sert à rien d'avoir fait des études littéraires très très poussées pour... vous voyez, il suffit d'avoir une bonne plume, c'était pas... Et je me dis, mais si, parce que ça m'aide en fait à relativiser plein de choses, à justement laisser les autres devant, considérer que la gloire, la notoriété, les honneurs, etc., c'est assez méprisable finalement. Enfin, comme je dis toujours, on va tous finir dans la terre, quoi. Et en fait, j'ai une vision de l'existence où je fais ce qui est bon, ce que je trouve bon, moralement et du point de vue du plaisir, que je ne néglige pas. Mais la reconnaissance, c'est pas important. Le succès est important, c'est-à-dire que j'adore évidemment que mes livres marchent, puisqu'on le fait pour rendre les gens heureux, pour qu'ils achètent, pour que... Voilà. Mais en revanche, voilà, j'aime le succès sans la gloire. Et alors peut-être que vous allez avoir la gloire avec votre dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle La Dame de la Poste, qui relate la vie d'une femme extraordinaire, une femme modeste mais extraordinaire qui s'appelait Magdeleine et qui est très bonheur c'est les autres. C'est vraiment sa vie, c'est ça, c'est un destin de femme. Et j'ai pas envie de divulgacher parce que j'ai envie que les gens découvrent vraiment l'histoire en le lisant. On peut dire juste que ça se passe en Normandie, dans la jolie ville côtière de Veules-les-Roses. Que j'ai découverte, ouais. Un village superbe. Qui était un lieu où il y avait beaucoup de gens connus et de gens de la culture au 19e siècle qui venaient prendre les eaux, comme on disait. Et puis je disais que vous aviez, au-delà de votre capacité et vos connaissances philosophiques, une vraie capacité à retracer, à construire une fresque historique et sociologique de l'époque, puisque ça se passe
au début des années 60, fin des années 50, début des années 60, Voilà. au moment de la guerre d'Algérie. Ça vous permet de parler, cette histoire. On va juste dire 2 mots quand même de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est banal, on peut écrire au Père Noël depuis des années via la Poste même adhère au projet. On peut lui écrire au pôle Nord, on peut lui écrire, mais plus certainement, on peut lui écrire dans la région bordelaise, et le Père Noël répond. Bon, ça, c'est devenu quelque chose de classique, les enfants adorent, en tout cas ceux qui croient encore au Père Noël. Mais vous montrez une femme qui est modeste, comme je l'ai dit, mais qui n'accepte pas que les courriers qui sont envoyés par les enfants déjà à l'époque au Père Noël termine à la poubelle, grossièrement. Et qui dit, je vais répondre, je vais ouvrir les courriers, je vais leur répondre. À l'époque où il n'y avait pas de secrétariat, effectivement. Voilà. Et où c'était interdit. Oui, c'était tout interdit. à fait. Les courriers devaient être détruits. Et quelque part, c'est jubilatoire. Pour moi, c'est jubilatoire parce que moi, je suis un grand nostalgique. J'adore revenir en arrière. Je ne suis pas nostalgique du 19e, du 18e, etc., de ces périodes que je n'ai pas connues. Mais je suis nostalgique juste de la période qu'ont connue mes parents. Voilà. Et je me dis que effectivement, alors certains vont dire oui, c'est suranné, c'est une France sépia, etc. Mais en fait, non. C'était une période qui était extrêmement paisible. Une période, en plus, une région, un lieu provincial. Moi, je suis aussi de province, je suis pas de Paris. Et voilà. Moi, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup parlé. Et quelque part, à travers ce portrait de Magdeleine, mais d'autres personnages autour, vous montrez l'évolution aussi du rôle de la femme dans la société. Comment la femme à l'époque était. Alors pour le coup, on a fait des progrès par rapport à ça. Comment les femmes étaient considérées au travail comme des moins que rien, devant cumuler leur vie personnelle, la tambouille, et Dieu sait que la bouffe a une grande importance dans ce livre. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce livre que j'incite les auditeurs à acheter pour Noël? C'est un magnifique cadeau. Je ne sais pas si cet épisode passera avant Noël, je ne pense pas, mais en tout cas... Même si Noël est passé, vous pouvez l'acheter sans problème. Oui, parce qu'en fait, Noël, c'est cette femme, effectivement, en prenant l'initiative de répondre, a fait naître le secrétariat officiel du Père Noël par les postes. Mais ça, c'est l'histoire complètement anecdotique. Et donc, je me suis servie, en fait, de cette petite historiette pour faire le portrait d'une femme qui a été une grande femme parce qu'elle s'est rebellée contre sa hiérarchie, rebellée contre le clergé qui à l'époque chassait le Père Noël, rebellée contre l'instituteur laïcard qui se rebellait contre toute forme de magie. Et en fait, ça a été le prétexte pour moi à brosser vraiment le portrait d'une époque et de façon très sociologique, c'est-à-dire que j'ai eu envie de transporter les gens réellement dans la cuisine des autres. Dans un livre d'histoire, on va trouver des informations qu'on trouve évidemment aussi, effectivement, c'est traversé, il y a notamment toutes les conséquences de la Shoah, il y a la guerre d'Algérie, il n'y a pas que des choses... positive, hein. C'est pas un livre joyeux et léger, mais c'est un livre joyeux dans la mesure où... C'est Veulent l'héros, c'est pas l'eau de rose. Ouais, voilà, exactement. Et où on a quelqu'un qui va agir sur le réel et qui va complètement transfigurer le village. Et le livre, en fait, les gens, c'est marrant, je fais beaucoup de dédicaces, et dans les dédicaces, souvent, il y a des gens qui viennent acheter le deuxième, c'est-à-dire ils l'ont déjà lu, mais ils veulent l'offrir. Ouais. Parce que c'est un livre qui fait du bien au sens où il transporte à une autre époque, et on est complètement téléporté dans une vraie vie du quotidien. C'est-à-dire une sociologie par un petit peu comme Roland Barthes avait énuméré tous les objets qui constituaient l'époque. Et là, c'est pareil, on retrouve le balai électromécanique, la télé unique dans le village. J'ai adoré. L'époque où pour téléphoner, il faut aller à la poste, c'est le seul téléphone. Au PTT. Donc la DS, enfin... Ouais. Et plein de symboles comme ça qui nous mettent des étoiles plein les yeux parce que c'est une époque qu'on n'a pas connue et qui nous fait rêver, quoi. C'était le monde analogique. Est-ce qu'on peut dire que vous n'aimez pas notre époque, en fait, notre période ? Oui, la période me fait quand même un petit peu peur, oui. Très nettement. Moi, je sais que je n'ai grandi, dans tous les sens du terme, que... grâce à l'Antiquité, c'est-à-dire les Grecs, les Romains, les Hébreux, je veux dire, j'ai quand même, voilà. Donc, ouais. Et je suis épouvantée par le vide, alors qui n'est pas chez tout le monde, hein, faut pas croire, mais simplement là où avant c'était une ambition générale, c'est-à-dire que même les gens
inculte, ambitionné de devenir quelqu'un et d'apprendre. Moi, ce qui m'horrifie, c'est le complotisme, c'est-à-dire c'est cette idée que ceux qui savent sont corrompus, que ceux qui dirigent sont pourris, qu'il y a une haine carrément du savoir. Et c'est ça qui fait très très peur, quoi. Et c'est des périodes, on a connu, en plus vous qui êtes très férus d'histoire, il y a eu des périodes comme ça dans l'histoire où les barbares, entre guillemets, l'ont emporté, en tout cas en apparence, sur les Lumières et sur la culture. Mais elle se venge toujours, la culture, et les Lumières se vengent toujours à un moment donné. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce qui a changé, c'est que je pense que la technologie décide aujourd'hui indépendamment des hommes. C'est-à-dire que toute la viralité, en fait, des réseaux sociaux. Voilà, des fausses nouvelles, des idées moches, etc. Ça se propage, mais par un outil que nul ne maîtrise. Je veux dire, c'est pas maîtrisable. C'est ça peut-être la nouveauté. C'est vrai, c'est des armes de destruction massive des cerveaux. Ouais, et ça n'existait pas avant. Donc des hommes pouvaient toujours reprendre la situation en main. Là, je pense que on est un peu entre la main des machines. Comme je dis toujours, il est plus simple de comprendre une fausse nouvelle stupide qu'une vraie nouvelle complexe. Donc on peut voir, moi, le Covid a été littéralement un coup moral pour moi. C'est-à-dire que je me suis aperçue que la connerie était possible. C'est très très effrayant. Y compris au plus haut niveau, et médiatique, et médical, etc. Oui, moi, ce qui est un tout petit peu rassurant, c'est que on a la chance d'avoir vu, grosso modo, les dirigeants du monde se laisser encore conseiller par les médecins, mais jusqu'à quand ? Le problème, c'est que les médecins, lesquels ? C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Vous aviez 3 médecins... C'est vrai qu'on en a eu un bon. C'est la fameuse blague, quand vous mettez 3 juifs dans une salle, ils ont 4 avis. C'était un peu le cas des médecins. C'est-à-dire vous mettiez 3 médecins non, mais sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, c'était évident. Oh oui et non, ils étaient quand même tous d'accord sur le fait que c'était assez dangereux et qu'il fallait se méfier. Après, sur les mesures à prendre, ils ne l'étaient pas. Au début, ils nous parlaient de petites grippettes. Oui, non, il y en avait un. Non, mais je pense que c'est quand même, il n'y avait que Raoult, il était un peu... Non, il n'y avait pas que Raoult. Même Simès, il a reconnu après, il a dit au début, il disait c'est une petite grippe. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, il y a eu plusieurs médecins. De plateau, on va dire. Moi, c'est ce que je disais, il suffisait d'une observation sociologique. Et moi, j'avais fait un post, je me souviens, le 3 janvier. Parce que j'avais vu 10 lignes avec la Chine tient à communiquer un événement grave. Et je n'y connais rien, en médecine, c'est pas la question. Je me suis dit, si la Chine communique quelque chose et dit que c'est grave, on est dans la merde. Et pourtant, Dieu sait qu'après, ils se sont tus. Ils ont gardé le silence après. Et en fait, c'était évident que ça sentait quand même très très mauvais. Alors, avant d'aborder le questionnaire proprement dit du bonheur c'est les autres, je voudrais juste qu'on conclue sur votre vie et sur... En fait, la vie pour vous, elle passe par l'écriture, on l'a dit, elle passe par la culture, elle passe, on l'a vu aussi, par la philosophie. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir fait encore ? De ne pas avoir fait encore, alors je vais vous dire me reposer. J'ai pas encore essayé. Voilà, mais non, rien. Mais vous promettez d'essayer. Vous promettez dans les prochains... Non, pas pour l'instant. Un petit peu. Je voudrais m'appliquer à travailler un petit peu moins, mais le problème, c'est que je suis très passionnée. Donc, quand je me dis je me repose, s'il y a quelque chose qui passe dans mon champ de vision et qui me passionne, c'est oublié. C'est ça qui émane de vous. Et moi, j'ai pas évidemment lu tous vos 80 ouvrages, mais j'en ai lu quelques-uns. Et c'est vrai que c'est ça qui émane de vous, c'est cette curiosité absolument incroyable pour des sujets très divers. Ça va de la drogue... Effectivement, vous parliez tout à l'heure à l'inceste, en passant par le terrorisme, en passant par... Même j'ai vu, alors que c'est ma partie à la base, un livre sur l'informatique et Internet, etc., à une époque où c'était pas encore trop la mode. Donc vous aimez pas votre époque, mais vous la synthétisez de manière incroyable. Et rien que pour ça, merci. Donc maintenant, on va attaquer le questionnaire du bonheur c'est les autres. Si je vous demande comme ça, spontanément, à brûle-pourpoint, j'adore cette expression, c'est quoi pour vous le bonheur ? Vous me répondez quoi ? Pour moi, le bonheur, c'est être entouré des gens qu'on aime, faire ce qu'on aime, ne pas subir de contraintes et être libre. Être libre, c'est quelque chose d'important pour vous. Je pense que la liberté, c'est vraiment votre... Et c'est pas étonnant que c'était un des sujets autour de Leibniz que vous avez étudié dans votre DEA de philosophie. Donc très tôt, la liberté, c'était quelque chose d'important pour vous. Très.
Et le bonheur, c'est quelque chose de fugace ou c'est quelque chose qui dure dans le temps pour vous? Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose de durable. Je crois ni à l'euphorie, ni voilà, ni ouais, je crois à quelque chose de durable. Mais ça, c'est la réponse de la sage, hein. Je suis beaucoup plus sage que quand j'avais 30 ans. J'étais très agitée. J'avais une humeur, mais vraiment en escalier, tout était très grave ou très formidable. Et je vois le bonheur aujourd'hui comme quelque chose de beaucoup plus linéaire qu'avant. Donc vous êtes beaucoup plus philosophe aujourd'hui qu'à l'époque. Oui. D'accord, la sagesse est venue en vous. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, Catherine? J'aimais beaucoup être dans la nature et avec mes animaux. C'est-à-dire que mes parents s'occupaient pas tellement de moi et j'étais dehors avec mes moutons apprivoisés, hein, qui étaient vraiment comme des chiens. Mes moutons, mes chats, mes lapins, je leur faisais des cabanes, j'étais très occupée, mais j'étais déjà suractive, je m'occupais des autres, mais à quatre pattes, voilà. Vous étiez une petite Manon du Perche, en fait. Oui, complètement. Mais vous n'avez pas épousé Hugolin. Non. Alors là, ça va être hyper dur pour vous, parce que... Mais c'est quoi le livre, le film, ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur, qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Et comme je sais que vous lisez énormément, et que vous avez une vie culturelle très intense, je vous autorise à en citer 2-3. J'adore Romain Gary, ou plus exactement Émile Ajar, c'est-à-dire j'adore la fantaisie de ses livres et vraiment toute son œuvre m'a porté. J'adore aussi... Juste Romain Gary, il vivait à 300 mètres d'ici. Hein. Ah bon, je ne savais pas, vous voyez, oui. comme quoi. Il vivait à 300 mètres de là où on fait cette interview. Raïm Potok. Potok, pourquoi cet univers vous parle? J'adore Raïm Potok parce que j'adore la beauté et la grandeur qui habitent les cœurs. Voilà, ça me transporte, donc c'est pas du tout mon univers, mais ça me transporte. Quel livre a le plus de... J'ai adoré l'élu, mais je crois que je les ai tous aimés. Au commencement, vous l'avez lu? Oui, j'ai tout lu. Et je m'appelle Cherlève, etc. Ouais. Et un troisième alors non pas pour la route, mais... J'adore Modiano, j'aime énormément Zola, Maupassant. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'écrivais La Dame de la Poche, je pensais beaucoup à Maupassant à cause de ce côté, vous avez dit un mot très juste en disant sépia. Et c'est vrai qu'il y a ce truc normand, vous savez, où il y a la brume, et c'est une petite vie normande, vous voyez, il y a un petit côté, j'y pensais beaucoup. Qui est complètement à la base de l'impressionnisme. Il n'y aurait pas eu d'impressionnisme s'il n'y avait pas eu de Normandie. J'adore l'impressionnisme. Voilà. Je suis absolument nulle en art. Alors là, s'il y a un domaine où je ne m'aventure pas, c'est là. Et je suis fascinée par l'impressionnisme. Ça me bouleverse, ça me touche, et il y a quelque chose de très enfantin, et je crois que c'est ce que je voyais avec mes yeux d'enfant. Peut-être parce que j'étais myope, je ne sais pas. Un de nos derniers interviewés dans le podcast, c'était Grégoire Bouillet qui a écrit Le syndrome de l'orangerie à propos de Monet. Je vous invite vraiment à le lire, c'est passionnant si vous ne l'avez pas déjà lu. Dans l'existence, votre existence, on l'a dit, foisonnante, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, sous-entendu, pour être heureuse? Je pourrais pas me priver de liberté, je pourrais pas me priver d'amis. En fait, je pourrais pas me priver de bonheur. Hein. Je suis incapable de ne pas être heureuse ou d'être avec des gens qui n'ont pas d'humour. C'est quelque chose que je supporte pas. Me priver d'humour, me priver de rire, me priver de légèreté. C'est-à-dire le regard qu'ont certains qui finit toujours avec de la légèreté, parler de choses graves, mais qui est toujours une note de gaieté, de joie. Il est interdit d'être triste, disait Rabbi Nachman. Exactement, c'est une vraie philosophie de vie. Effectivement, Rabbi Nachman de Breslev était quelqu'un qui prônait cette joie permanente. D'ailleurs, une de mes dernières interviewées aussi m'a cité la même référence.
Alors c'est une question un petit peu compliquée aujourd'hui parce que sans trahir un secret, vous venez de perdre un être très cher. Mais quel est votre rapport avec, je dirais au sens global, je ne vous demande pas votre rapport avec la religion, mais votre rapport avec la spiritualité et au-delà, avec l'au-delà, avec la mort. Est-ce que vous avez un rapport particulier ou pas du tout? Alors la spiritualité, j'ai tendance à dire, c'est un peu tout pour moi, sans que ça le soit dans la pratique. Mais je ne peux pas vivre sans spiritualité, je ne peux pas survivre au réel, sachant que j'ai vraiment les deux mains, c'est le cas de le dire, dans le réel, tout le temps en écrivant le réel. Et donc oui, c'est ma source, c'est mon fond, donc je suis toujours, alors j'ai plusieurs sources où je m'alimente, mais c'est soit des lectures d'analyse juive, voilà, soit voilà, je voudrais citer personne, mais vous voyez, Lévinas, Buber, enfin, et soit Sénèque, beaucoup, les stoïciens que j'adore. Plus les stoïciens que d'autres philosophes grecs. Oui. Et pourquoi alors justement plus les stoïciens? C'est intéressant. Parce que je trouve que justement il y a cette distance, avec le réel, il y a cette façon de trier le clinquant de l'important, enfin, et ça je trouve ça vraiment important, et c'est vraiment le secret du bonheur, parce que le malheur vient vraiment vous voyez, d'être frustré de choses dont que la vie ne nécessite pas, souvent. Alors je peux témoigner que malgré la floraison de livres que vous avez produits, vous en avez produit encore une fois 80, moi j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai pu constater dans les livres que j'ai lus, c'est que vous avez toujours le mot juste. C'est-à-dire, on voit que vous essayez toujours de trouver les bons mots, les mots justes, ce qui est quand même, vous allez me dire, c'est à la base du métier d'écrivain, mais aujourd'hui il y a des écrivains qui se laissent aller et qui écrivent un petit peu de manière automatique. Vous, on voit que vos constructions de phrases sont toujours tirées au cordeau, et les mots que vous utilisez sont toujours les bons mots. Et souvent des mots contextuels, et contextualisés par rapport à l'époque. Je viens de le vivre en lisant La Dame de la Poste. Mais si je vous demande alors c'est compliqué, hein, mais quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou le mot auquel vous pensez là spontanément à l'instant où on se parle là? Amour. Amour. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Est-ce que vous le savez vous-même? Parce que je crois que faut travailler avec amour, faut vivre avec amour, faut parler avec amour, voilà, et même faut se promener dans la rue avec amour. Je me faisais une remarque hier, c'est drôle. Je me cogne dans quelqu'un qui sortait de sa porte cochère. Et moi, quand je me cogne dans quelqu'un, je souris en disant pardon, vous voyez, et je suis tombée sur quelqu'un qui a souri en disant pardon. Et je me dis, bah voilà, c'est merveilleux, c'est des secondes, mais il y a deux types de gens. Il y a les gens qui se cognent en souriant, en disant pardon, et puis il y a les autres qui vous fusillent du regard, enfin, et voilà. Et je crois que oui, il faut mettre de l'amour partout. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Je doute, alors je ne doute pas des autres, et je doute de moi, mais tout le temps, non, je suis catastrophique. Enfin, Ça se traduit par quoi? Ah bah c'est de la pathologie, c'est-à-dire que je suis capable de ne pas comprendre ce qu'on me dit, au sens où, je sais pas, on va me dire, t'as vendu 8000 exemplaires, je vais entendre 8. Enfin, vous voyez, c'est dément. Je crois, non, je crois rien. Ou quand on m'annonce une bonne nouvelle, je dis mais non, mais c'est pas possible. Ça veut dire que vous êtes en permanence dans un inconfort en fait. Jamais vous ne. Ah bah non, c'est pas inconfortable parce que je philosophe. Je dis c'est normal, de toute façon ce qui arrive est mérité. Donc à partir de là, ça me rend pas malheureuse. Mais non, c'est plutôt que le doute permanent fait que toute chose qui arrive est j'ai beaucoup de miracles. Des miracles qui sont en fait des choses très ordinaires parfois. On me dit, je confirme que je viens tel jour, je trouve ça génial.
Alors qu'en fait, bah non, c'est juste confirmé. Voilà, donc c'est bien. Donc c'est bien en fait. Oui, c'est une nature un peu bêtasse et reposante. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? D'indulgence. Alors, le défaut, quel est le défaut particulier de mes contemporains? Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'étiez pas indulgente pour les gens qui relayent des fake news, qui sont dans la haine brute. C'est ce que j'allais vous dire. Je crois que le défaut pour lequel je suis la moins indulgente, c'est la connerie. Je suis pas très indulgente avec l'angoisse parce que je pense que chacun doit se charger de la sienne et que c'est un peu pénible de la faire porter aux autres et de contaminer l'entourage. Moi, je suis une éponge, j'absorbe les mauvaises ondes. Je sais pas, j'ai pas d'idée. C'est pas interdit. Moi, je suis indulgent avec les gens qui n'ont pas d'idée. Je le dis, et quasiment à chaque épisode, la France est un pays extrêmement pessimiste, un des pays les plus pessimistes du monde, un des plus gros consommateurs d'anxiolytiques et de médicaments pour dormir. Moi, je ne sais pas si vous vous classez dans les optimistes ou dans les pessimistes, mais qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Ce qui me rend optimiste, c'est que les gens vont continuer à se reproduire, que chaque génération peut nous surprendre, que... Est-ce que vous êtes sûr de ça, que les gens vont continuer à se reproduire ? Je viens de lire un article au Japon où il était dit que comme les jeunes Japonais ont de moins en moins d'activité sexuelle, si ça continue comme ça, dans 100 ans, il n'y aura plus de Japonais en fait. Ah. Mais peut-être que c'est propre au Japon, mais voilà. Oui, mais il y a quand même un instinct qu'on ne va pas pouvoir complètement éteindre. Donc, non, je pense que le renouvellement des générations peut à un moment donné arranger quelque chose. Regardez, on voit bien, par exemple, quand on discute avec des jeunes. Moi, j'ai une fille qui a 32 ans. 3. Bon, enfin bref, 32. Et dont je vois bien qu'elle voit les choses autrement, qu'elle est moins consumériste, que c'est pas pour elle un sacrifice, qu'elle est plus bio, on dit, enfin, qu'elle est plus écolo. Alors moi, je pourrais m'appliquer à l'être davantage, mais si vous voulez, je le vis comme du sacrifice, et je vois la génération de ma mère, par exemple, encore plus, quoi. Ouais. Eux, ils voient pas ça comme un sacrifice, en fait. Ils réfléchissent à des choses auxquelles notre génération n'a pas réfléchi. Donc je me dis, on n'est pas à l'abri que les jeunes nous sauvent. La jeunesse nous sauvera. Peut-être. C'est déjà la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut tout simplement vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois ? Et est-ce que vous avez déjà un nouveau livre sur le feu ? Alors, j'ai un nouveau livre bientôt sur le feu. Je suis en train de chercher justement la bonne histoire en ayant quelques hésitations, mais donc il sera bientôt sur le feu. Et donc me souhaiter, écoutez, que tout continue. Je dis toujours, je ne veux rien de mieux, je veux que les choses continuent. Voilà, donc une bonne continuation. Une continuation tranquille. Pépère. Non, pas pépère. Pas trop pépère. Non, une continuation en tout cas qui vous permettra d'étayer un peu plus. Voilà, non, pas pépère. D'enrichir votre curiosité. Avec des paillettes et des rires. Avec des paillettes et des rires. Et de la spiritualité. Merci. Merci Catherine. Merci beaucoup, Vera.